Parfait. D'abord, merci Mme Gord. Je pense que je vais jouer un tour au caméraman. Je pense que je vais me lever. Parce que sinon, je vais avoir un torticolis à regarder la présentation. Puis en même temps, je vais peut-être mieux me voir. Ça, c'est une diapo, en fait, qui est sortie de nos documents de référence qu'on utilise lorsqu'on fait des travaux de cartographie. On procède à des travaux de cartographie détaillée des milieux humides à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent, en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Première section, en fait, on résume qu'est-ce que c'est qu'un milieu humide. Pour tout de suite tuer le mythe que les milieux humides peuvent être du n'importe quoi, que c'est un peu un fourre-tout. Non, les milieux humides sont des écosystèmes à part entière. La définition propre, c'est en fait un site inondé ou saturé d'eau pendant une période qui est suffisamment longue pour influencer la nature du sol, donc ça ne se fait pas en 2 ans, et la composition de la végétation lorsqu'elle est présente. On retient 3 indicateurs lorsqu'on tente d'identifier si on est en présence ou non d'un milieu humide. La présence d'eau, les signes hydrologiques en tant que tels, donc l'eau, la végétation et le sol, il faut que ce soit caractérisé par des sols hydromorphes, donc vraiment typiques des milieux humides. Dans le bas, en fait, on retrouve les grandes catégories qu'on utilise, nous, pour cartographier des milieux humides. Grosso modo, il y a 4 grandes classes. On va commencer par les eaux peu profondes. En fait, on va parler d'un 2 mètres d'eau maximum en étiage, avec des plantes submergées. Après ça, on tombe dans les classes de marais, qui sont les 2 images qui suivent dans la colonne de gauche. Les marais, c'est un milieu humide caractérisé par une dominance de plantes herbacées. Donc, pas ligneuses comme un arbuste ou un arbre, mais vraiment herbacées. Indépendamment si il y a vraiment des plantes émergentes, donc qui poussent les pieds dans l'eau ou les pieds dans un sol saturé d'eau, on peut discriminer le marais en tant que tel de la prairie humide. On passe ensuite au marécage, qui est une catégorie en fait qui se caractérise par une dominance d'espèces ligneuses, arbustives ou arborescentes, donc des arbres. La dernière classe, c'est ceux qui ont une accumulation de tourbe. Donc, c'est la présence d'eau fait en sorte que la matière organique ne peut pas se décomposer, ne se minéralise pas, et au lieu donc de se décomposer, elle s'accumule. Donc, les tourbières, on va en distinguer différents types. Les bogues et les fennes. Bon, finalement, c'est des critères plus par rapport à la végétation qui est présente, puis à l'alimentation, en fait, en eau. Puis la dernière classe, c'est quand on a une tourbière boisée, donc avec une dominance d'espèces arborescentes, on va dire que c'est une tourbière boisée. Voilà. Donc, ça a un peu défini, c'est à gauche, hein, je pense, pour changer de slide. Donc, la définition des catégories, la classification qu'on utilise pour les milieux humides. Canard limité, on a pour adage de dire que si les forêts sont les poumons de la planète, ben, les milieux humides en sont les reins. C'est souvent, malheureusement, lorsqu'on les a pu ou on perd la santé, qu'on se rend compte qu'il est important. Ça, c'est une affiche qu'on avait produite pour illustrer, en fait, l'ensemble de ce qu'on appelle les services écologiques, donc les bénéfices que les collectivités, l'humain, vont retirer de la présence des milieux humides. Il y a des grandes catégories, les principales, je vais revenir, mais quand même. Excusez, je pense que j'ai flippé 4-5 slides à la fois. Donc, je m'auto-scoop. Il n'y aura pas de scoop ce soir. Excusez-moi. Est-ce que tu peux peut-être me situer directement à la... Oui, c'est la même. Donc, désolé, non, c'était un petit peu avant. Oui, voilà. Excusez-moi. Donc, le premier service qu'on attribue au milieu humide, c'est le service de filtration. C'est vraiment, ils vont purifier l'eau. Le deuxième service, c'est marqué éponge naturelle, c'est le service plus scientifiquement de régulation des eaux. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Puis on a une panoplie d'autres services qu'on connaît mieux, mais les milieux humides vont participer à l'économie locale avec la chasse, l'observation, le récréotourisme. Ils vont fournir des produits de consommation comme la perche chaude, les petits fruits, une panacée de composés qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments. Évidemment, c'est le service qu'on connaît le plus, mais c'est un haut lieu de biodiversité et une réserve au niveau de notre patrimoine naturel. Un peu pour illustrer en fait l'action filtrante du marais, donc le premier service de filtration, ça c'est une image en vue aérienne de la rivière du Sud en Montérégie, et on voit dans l'encart A que la rivière, en fait le tracé de la rivière est vraiment caractérisé par une couleur beige, c'est vraiment la matière en suspension qui est dans le cours d'eau.
La section B est caractérisée par une forte présence de marais. Donc l'eau ralentit, la matière en suspension a tendance à se déposer au fond. Et la végétation va, avec les racines et tout, vont retenir ces sédiments-là. Ce qui fait que dans la portion C, on peut effectivement voir que la matière en suspension est fortement réduite dans le cours d'eau. Donc c'est vraiment pour illustrer le service écologique qu'on va appeler de filtration associé au milieu humide, et particulièrement au milieu humide riverain comme les marais. Le deuxième grand rôle, en fait, les éponges naturelles. Le milieu humide, c'est vraiment comme une éponge. Lorsque l'eau tombe au sol, lorsqu'il y a des précipitations, le milieu humide va faire en sorte qu'on va favoriser l'infiltration dans le sol au lieu d'envoyer l'eau directement au cours d'eau. Ça a pour effet, en fait, de contribuer à la recharge des nappes phréatiques, puis de limiter, en fait, le débit de pointe, donc les plus hauts débits qui suivent après des grosses précipitations, les débits des cours d'eau. Donc, on a une image qui illustre ce phénomène physique-là. Et en bout de ligne, quand vous retrouvez le bout souligné, c'est l'effet concret que ça a. Donc, le fait d'absorber et d'emmagasiner l'eau, ça régularise le débit des cours d'eau. Ça peut, à terme, réduire les risques d'inondation et le phénomène d'érosion des rives des cours d'eau. Et de la même manière, en contribuant à approvisionner nos réserves d'eau souterraine, donc la nappe phréatique, ça permet d'être plus résilient en cas de sécheresse et d'assurer un approvisionnement en eau potable. Alors, c'est plus un funny fact, là, mais un demi-hectare, dépendamment des types de milieux humides, peuvent emmagasiner jusqu'à 6000 mètres cubes d'eau. Ça, c'est 6 millions de litres d'eau. Donc, c'est pour donner une image. Les milieux humides, ça le dit, c'est gorgé. Je laisse la parole à Mme Borg, en fait, pour présenter quelques statistiques. Oui, donc vous m'avez donné le goût de me lever. Mais c'est sûr, c'est facile. Donc, je vais juste faire un portrait de l'état humide en général au Canada, au Québec, que ça représente. Au Canada, on a 23 à 28% des milieux humides sur la Terre. Donc, c'est quand même un pourcentage assez important. L'état humide représente environ 14% de la superficie du Canada et 12,5% du territoire du Québec. Ça, c'est une statistique que moi, je trouve vraiment étonnante. Et d'ailleurs, ça vient de l'unité, mais il faut quand même citer comme du monde. Donc, plus de 30 hectares de milieux humides disparaissent à chaque jour. Donc, c'est quand même très énorme si on y pense. Et plus que nous autres, on habite dans la CMN, donc la communauté métropole de la région de Montréal. On est dans un milieu où la population est dense. Donc, on voit de plus en plus de construction et souvent, c'est les milieux humides qui, malheureusement, sont détruits dans ce processus-là. Donc, on est dans une zone où les risques que les milieux humides continuent à disparaître est élevé. Je voulais aussi vous présenter, au fédéral, il y a une politique sur la conservation des terres humides. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une terre qui appartient au fédéral, ils doivent prendre en considération que c'est une terre humide puis faire en sorte que ça soit protégé. C'est une politique, ce n'est pas une loi. Donc, je tiens juste à faire la différence. Une politique, c'est fortement recommandé que ça soit respecté. Une loi, c'est obligatoire. Mais évidemment, ça gère seulement le terrain quand il est au fédéral. Donc, ça fait un peu le portrait de la situation. Le chantier Saint-Maurice, comme j'ai dit, dans le fond, c'est le champ de tir Saint-Maurice, mais je pense qu'on se comprend quand j'ai chantier de Saint-Maurice. Il a déjà subi quelques pertes de terre humide dues à certains développements déjà. Donc, ça fait un peu le portrait au Québec, au Canada, où on est rendu avec les terres humides. Puis, je cède encore la parole à M. Degg qui va donner vraiment le portrait plus régional de la situation des terres humides dans la CMN. Merci. En fait, c'est une belle introduction. Il s'avère qu'en 2010, Canard Limité, comme je l'ai mentionné tantôt, en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, a procédé à des travaux de cartographie détaillée. Donc, c'est vraiment là où on va générer des données qui vont numériser en fait des milieux humides jusqu'à 0,3 hectares. Donc, c'est très, très, très détaillé. Ça se fait par photo-interprétation. Il y a des validations terrain, il y a des validations par reconnaissance aérienne. Donc, c'est un travail très rigoureux qui est fait. Donc, on a dévoilé ça en 2011. Le travail a été fait en 2010. Et voici en fait quelques statistiques. On peut voir tout de suite sur la carte précédente datait de 2007. Puis, pour le territoire en question, des abords du champ de tir, on peut se rendre compte qu'avec la cartographie détaillée, il y a un peu plus de milieux humides qu'on pouvait l'anticiper à l'échelle régionale. Donc,
La CMM, Mme Bourg l'a très bien mentionné, on est dans le berceau du développement, dans toute la vallée du Saint-Laurent, on est vraiment là où le développement de toute Acabie se réalise. Quelques chiffres, donc, pour les hectares, on va numériser des milieux humides jusqu'à 0,3 hectares, et même plus petits. Il y a quelques 11 250 polygones de milieux humides classifiés à l'échelle de la CMM, et ça correspond en fait à 4,7 du territoire. C'est une moyenne, il y a des secteurs où il y en a vraiment moins, il y en a moins de 1 il y a des secteurs où il y en a une plus grande proportion, mais c'est quand même 4,7 du territoire, c'est pas beaucoup. Et c'est naturellement des endroits où il y avait à l'origine une bonne superficie de milieux humides. Dans le cas, la superficie totale des milieux humides, c'est 20 971 hectares. Et dans le cadre de la production de ces données-là, on fait aussi un travail d'identifier les pressions. Donc, la présence de pression, la nature des pressions, et on va qualitativement mettre l'ampleur de la pression. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 80% des milieux humides qui sont présents présentent des signes de perturbation. Une statistique intéressante, 70% des milieux humides font moins de 1 hectare. Et lorsqu'on regarde de la pointe de tarte, en fait, près de la moitié sont des marécages. Ce qui fait que quand on est en présence de milieux humides tourbeux, de type ouvert, type bog ou fen, bien, ça contribue, en fait, on va chercher un élément de rareté relatif. Ah. Donc là, j'ai parlé de la génération des données. Et on peut faire des analyses spatiales aussi en essayant de faire parler ces données-là. Et ça, c'est un exemple d'analyse qu'on a fait en utilisant le critère de la superficie. On peut utiliser beaucoup d'autres critères pour identifier des milieux humides qui présentent un intérêt pour la conservation. Mais comme l'exercice était déjà fait, je voulais vous le montrer. En fait, si je questionne mon système géomatique au bureau, puis je lui dis, trouve-moi les 15... en fait, les 17 les plus grands complexes de milieux humides à l'échelle de la CMM, c'est intéressant de voir qu'au chiffre 15, en fait, qui est le site du chantier, bien, en fait, c'est son rang. Donc, c'est le 15e plus grand complexe de milieux humides à l'échelle de la CMM, ce qui en fait quand même un milieu d'importance. J'ai mis cette diapo-là, puis vous voyez le titre, c'est « Carte interactive des milieux humides du territoire ». Excusez-moi. J'ai le pouce pesant. En fait, donc, c'est ArcGIS, vous le voyez. C'est une plateforme accessible au large public qui permet de visualiser les données. Donc, n'importe qui, l'adresse n'est pas marquée au long, mais vous voyez en bas carte interactive, il y a un lien hypertexte. Donc, n'importe qui clique là, la carte s'ouvre, on peut naviguer un peu comme Google Maps, aller faire un zoom en fait sur un territoire, il y a une barre d'adresse où on peut rentrer notre adresse par exemple, puis voir, c'est près de chez moi, est-ce qu'il y a un milieu humide, quel type de milieu humide c'est, il y a différentes informations. Donc je voulais vous le mentionner parce qu'une des préoccupations qu'on a en générant la cartographie détaillée, c'est qu'elle soit accessible le plus possible à tout le monde en fait. Je crois que, bon, je voulais un peu annoncer des faits. Une étude d'Environnement Canada qui a été faite en 86, donc qui date énormément déjà, nous apprenait que dans les grandes régions urbaines, dans les grandes régions notamment de Montréal, là, pas juste le secteur très urbanisé, mais dans les grandes régions urbaines du Canada, c'est plus de 70% des milieux humides qui ont disparu par rapport au temps de référence avant le développement. Donc, là, ce que je voulais amener comme point, c'est qu'on n'est pas au début, en fait, de la colonie où on peut se permettre de dire, bon, on va faire du développement, mais c'est pas grave, ça va être marginal. Il y a un effet cumulatif en lien avec la disparition de ces milieux humides-là. Puis quand on perd des milieux humides, on perd aussi des fonctions que j'ai décrites plus tôt, qui sont associées à ces milieux humides-là. Et, je l'ai mentionné tantôt, mais nos travaux de cartographie nous indiquent que de ce qui reste, il y a près de 80% qui présentent des signes de perturbation. Donc, je voulais quand même cadrer ça pour mettre ça en perspective. Et je voulais vous présenter aussi une étude d'un hydrologue, en fait, de l'Institut national de recherche scientifique, M. Alain Rousseau, qui a présenté ça dans le cadre des travaux du Forum environnement, en fait, peu importe l'événement. Je ne vous présente pas toute l'étude, là. Il y a deux flèches qui en disent pas mal long, en fait, sur les impacts cumulatifs de la disparition et de la rareté des milieux humides. C'est que la préservation seule des milieux humides actuels serait insuffisant au maintien des services hydrologiques actuels. Ça veut dire dans certains bassins versants, il manque de milieux humides pour que nos cours d'eau demeurent en santé finalement. Et le deuxième constat, c'est que la conservation,
la restauration des milieux humides est nécessaire en fait dans une optique qu'on peut appréhender des changements du climat. Donc on sait que le changement climatique pourrait induire des plus grandes sécheresses, des plus grandes précipitations, et les milieux humides, de par les fonctions qu'ils ont, rendent des services qui sont importants, mais qui vont s'avérer encore plus importants dans l'avenir. Voilà, donc je pense que c'est terminé pour moi. Je laisse la parole à Mme Moore. Merci beaucoup. Évidemment, on a nommé les termites, les zones importantes de biodiversité. Je voulais juste parler de certaines espèces qui sont à risque de flore et de faune dans le chantier de Thiers Saint-Maurice. Il y a 71 espèces d'oiseaux qui sont présents. Ça, c'est pas menacé, mais c'est juste en général, il y en a 71. 8 espèces d'amphibiens, 11 espèces de mammifères et 23 espèces de mollusques terrestres. Puis, il abrite 350 espèces floristiques et il y a 5 espèces fauniques à statut particulier. Donc, il y a des espèces susceptibles de désigner d'être menacées ou vulnérables au Québec. Donc, ces espèces de faune sont le salamandre à 4 orteils, la couleuvre verte, la chauve-souris cendrée, donc c'est des espèces qui sont vulnérables ou menacées, qui habitent dans ce chantier. Il y a le flore également, qui est le Cérex folliculae, je m'excuse, c'est vraiment des termes assez complexes, assez scientifiques, le Fimbristil d'automne, la Maticue fougère à l'Autriche et la Woodwardy de Virginie. Donc, le statut menacé veut dire qu'il y a une présence aviaire nicheuse au sein des tourbières qui sont absentes ou rares dans le sud du Québec. Donc, évidemment, il y a certaines espèces qui sont à risque, qui habitent là. Donc, il faut penser qu'est-ce qui va arriver à ces espèces-là si le champ de Thiers est développé ou si ces milieux humides sont plus là. Un autre fait aussi, c'est qu'un tiers des espèces qui sont menacées habitent dans les terres humides au Canada. Donc, c'est un autre fait important. Donc là, on va tourner la page un peu, on va parler de la contamination qui est présente sur le chantier Saint-Maurice. En ce moment, il y a 3 zones qui ont été considérées comme contaminées par le gouvernement fédéral. Il y a 2 de ces sites-là qui sont pas mal, ils sont un à côté de l'autre, donc il y en a qui disent que c'est 2 sites, il y en a qui disent que c'est 3, mais bon, on s'entend il y en a 3 officiellement, mais bon. Donc, je vais parler du premier site qui est le terrain fédéral dans le fond, c'est l'ancien champ de tir. Donc, l'ancien champ de tir, il se trouve, je m'excuse au moins, il est juste ici. Okay? Donc, c'est lui qui est jumelé avec l'autre. Donc, lui, c'est une superficie de 17 hectares. Puis la contamination est d'environ 2 hectares en ce moment. Et ça a été fermé. Donc, le fédéral a vraiment entamé les processus d'évaluation. Ils ont fait les études pour ces 2 sites-là, dans le fond, parce qu'ils sont pas mal. On considère quand même que c'est assez le même site-là. Et on est pas mal rendu à l'étape où on est en train de gérer la contamination, on est en train de faire la gestion du risque. Dans ce cas-là, ils ont fermé le site, ils ont mis une clôture avec une caméra pour s'assurer que la population humaine ne peut pas, ou les animaux, ne peuvent pas traverser la clôture parce que la contamination pourrait poser un risque à la santé humaine. C'est sûr qu'il y a différentes manières de gérer des sites contaminés. Dans ce cas-là, ils ont décidé de juste fermer le site à la population. Je ne ferai pas de commentaire si c'est la bonne manière ou non, je ne suis pas biologiste, mais bon. Et c'est pas mal la même chose pour l'autre qui est juste à côté, qui a le nom officiel de secteur d'entraînement Saint-Maurice. Encore une fois, les mesures ont été prises pour que la contamination soit surveillée. Donc, ce site-là est surveillé. Donc, ces 2 sites-là, je dirais que même s'il y a la contamination, les démarches ont été entreprises pour que ça soit sous contrôle, entre autres. Évidemment, la contamination, vu que c'était un chantier de tir, c'est à cause qu'on a fait exploser des munitions, etc., que c'est probablement la cause de la contamination. On ne peut pas être certain à 100%. Là où est le problème, c'est le 3e site. Donc, le 3e site a le nom officiel
d'être l'ancien site de destruction de munitions. Donc, on s'entend que lorsqu'on détruit des munitions, que ça peut perturber l'environnement. Et c'est celui, évidemment, on peut le déduire, c'est le site qui est ici. Il y a une étude qui a été effectuée en mars 2011. C'est la dernière étude qui a été effectuée sur ce site particulier-là. Le site a été nommé comme un site qui pourrait... Oh, je m'excuse. Ah, voyons. Bon, on va encore les sites, mais bon. Qui pourrait avoir des risques potentiels. Juste quelques exemples des échantillons qui ont été... de la contamination présente par les échantillons qui ont été pris durant cette étude-là en 2011. Il y a 100 à 6 000 fois le critère des recommandations canadiennes pour la qualité d'eau pour l'aluminium. Donc, c'est quand même assez élevé, 100 à 6 000. C'est sûr que c'est un chiffre très vague parce qu'il n'y a pas eu d'études qui ont été faites par la suite. Et ça, on va en parler plus tard, mais quand même, c'est des taux assez élevés. Il y a 200 à 1000 fois plus le critère du CCME pour le cadmium, ce qui peut poser des risques très importants à la santé humaine. Et ça peut être toxique aussi pour l'environnement. Et c'est considéré comme un des métaux lourds, un des plus problématiques. Donc, c'est extrêmement préoccupant quand on voit des taux 200 à 1000 fois le critère. L'autre exemple aussi de contamination, on voit 10 à 460 fois pour le plomb. On sait tous que le plomb est un élément qui est toxique pour les humains, qui peut poser des problèmes de santé comme le cancer, entre autres. Pour le sol de surface, on a eu des échantillons qui présentent des concentrations assez élevées de TNT. Donc, on peut imaginer que ça, c'est toxique. Évidemment, il y a aussi le RDX, qui est l'exogène, mais ce sont des produits qu'on retrouve pratiquement dans des explosifs, mais ils sont très toxiques. Dans les sédiments, on a trouvé des concentrations pour des métaux comme le cuivre, le zinc, le plomb. On n'a pas des données précises sur le montant qu'on a trouvé, mais on a aussi trouvé des HAP. Qui peuvent également nuire à la santé humaine et qui est un cancérogène. Donc, et on a aussi vu une présence de dioxine et de furane qui sont probablement encore liés aux activités passées. Ils ont des effets assez rares, mais ils ont une forte exposition, ça peut poser des graves problèmes de santé. Donc, on voit... on voit dans ce troisième site-là beaucoup d'éléments toxiques qui peuvent nuire à la santé et à l'environnement, à la santé humaine, à la santé animale et à l'environnement qui l'entoure. Donc, moi, en lisant ça, on est inquiet. Ben, moi, je t'aime. Donc, juste pour vous expliquer un peu, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui m'ont dit qu'ils habitaient près du chantier, mais effectivement, on est assez près de certains endroits qui sont habités, il y a certains développements résidentiels dans ce coin-là. Donc, cette zone de contamination est quand même assez proche d'où certains Terrebonniens et Terrebonniennes habitent. Le problème là-dedans, c'est que le rapport qui a été effectué en mars 2011 a indiqué que c'est possible que les eaux contaminées débordent dans les égouts ou que ça déborde dans les cours d'eau. Donc, on parle du grand ruisseau qui découle ensuite dans la rivière des Mille-Îles. Donc, mais ça a été soulevé comme quelque chose qui est potentiel. Mais il n'y a pas eu d'études par la suite. Donc, vraiment, puis c'est sûr qu'on va en parler plus en détail, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le site, le troisième site, l'ancien site de destruction des munitions, c'est qu'on a fait une première étude. On a dit, OK, ben, il y a des taux vraiment élevés de certains éléments extrêmement toxiques, puis ça pourrait poser un risque à la santé humaine, ça pourrait poser un risque, ça pourrait déverser dans les égouts, dans les ruisseaux, mais on n'est pas certain. Puis depuis 2011, il n'y a pas eu d'autres études. On a vraiment juste tout cessé, selon ce que j'ai été capable de trouver.
Je tiens aussi à souligner que, vu que c'est un terrain qui appartient à la Défense nationale, tout est classifié automatiquement parce que c'est la Défense nationale. Donc, mettons que ça a pris quelques demandes d'accès à l'information, mais on a été capable de savoir où est rendu le processus de décontamination de ce site spécifique, parce que les deux autres, on sait que ça a été géré, mais on voit qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de mouvement. Ben, il n'y a pas eu de mouvement en général. Et donc, ça, quand j'explique où est-ce qu'on est rendu avec le site, il y a un processus de décontamination des sites fédéraux qui existe. Donc, ça, c'est le plan de décontamination du gouvernement fédéral. Pour le chantier, pour le site numéro 3 là, que j'ai indiqué, on est rendu à étape 2. Donc, l'examen est fait. Donc, on n'est pas rendu bien loin. Puis, on sait tous qu'au fédéral, tout est super lent. Donc, pensez combien de temps ça va prendre pour rendre à l'étape 10. C'est très préoccupant lorsqu'on sait qu'il y a eu des préoccupations qui ont été soulevées, il y a des risques potentiels à la santé humaine et des risques que ça déverse dans nos courants d'eau et dans notre eau. Évidemment, notre eau est purifiée par la ville, mais quand même, ça soulève certaines inquiétudes. Et depuis 2011, il n'y a vraiment rien eu. Aussi, chose à prendre en considération, après d'abord, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de décontaminer le site que lui-même a contaminé. Donc, c'est vraiment sa responsabilité. Il y a un plan d'action pour, dans le fond, c'est le plan d'action, mais il y a eu des fonds qui ont été alloués pour décontaminer ces sites-là. Qu'est-ce qu'on a vu par notre gouvernement qui aime tant l'environnement? Et je dis ça avec beaucoup de sarcasme. Dans le budget de 2014-2015, on a coupé par 50% les fonds qui étaient dévoués à ce programme-là. Moi, quand j'ai commencé mes investigations, est-ce qu'on va décontaminer le site bientôt? Où est-ce qu'on est rendu avec le processus? Ils nous ont dit, on n'a pas d'argent dans le budget pour l'instant. Donc, quand on voit des réductions de 50%, donc pour le budget 2014-2015, qui est le budget actuel, c'est seulement 55 millions 212 000 alloués à ce fonds-là de décontamination des sites fédéraux. Donc, la question se pose. On n'est pas rendu super loin dans le processus. On n'a pas d'argent parce que le budget a été réduit de 50%. Donc, moi, ce que je veux vraiment, c'est de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour décontaminer ce site, pour entamer le processus, pour que, premièrement, pour qu'on puisse savoir est-ce qu'il s'agit vraiment d'un risque à notre santé, est-ce qu'il y a un risque que cette contamination-là déverse dans nos eaux, etc. Donc, c'est pas mal là qu'on est rendu avec ce site-là. C'est les informations probablement les plus récentes. J'essaie de continuer à tenir le plus de renseignements possible, et ça me ferait plaisir de continuer à vous renseigner là-dessus. Mais ce qui est assez préoccupant pour moi, c'est que depuis 2011, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'autres études. Ils ont demandé d'autres études pour savoir c'est quoi exactement les risques qui sont présents. Mais on est seulement rendu à l'étape 2. Donc, c'est un peu près. Donc là c'est un peu ce qu'on en est avec ce chantier-là. Il y a aussi un autre aspect là-dedans, c'est que si... c'est sûr que c'est un dossier qui touche plusieurs paliers gouvernementaux. Donc, on peut... moi, c'est sûr, je me concentre sur le fédéral. Mais mettons que le fédéral voulait céder le terrain, chose qu'il veut faire. Ça a été annoncé qu'ils veulent céder éventuellement le terrain. Il y a premièrement la responsabilité de décontaminer le site parce que c'est lui-même qui a contaminé le site. Donc c'est sa responsabilité, c'est quelque chose qu'il doit absolument faire. Puis il ne devrait pas laisser ça à quelqu'un d'autre de payer les coûts, de laisser ça de même parce que c'est leur propre faute, dans le fond, que ça a été contaminé. Donc cette décontamination-là doit être faite, mettons, si on veut créer un